13 bis avenue Gallieni. Le plus grand choix au prix le plus bas. Bistrot 85, déco à la parisienne, cuisine à la tunisienne. Venez goûter ces plats sortis tout droit de la goulette. Les tagines, kefta, grillades, complet poisson. Joël Belliti et son fils vous accueillent avec une Kenya plus que généreuse. Bistrot 85, 85 avenue des Ternes, Paris 17e. Pour votre Shabbat complet à emporter, commandez 24 heures à l'avance au 01 45 74 01 02. 01 45 74 01 02. Bonne journée sur RCJ. RCJ. L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. En France, les femmes sont libres. C'est peu dire que Manuel Valls n'a pas aimé l'article du New York Times paru le 2 septembre sur la vie des femmes musulmanes en Europe qui donne, selon lui, une image insupportable de la France. Réalisée grâce à un appel à témoignages lancé en pleine polémique sur le Burkini, cette enquête dessine le portrait d'une France prête à persécuter des femmes pour d'innocents bouts de tissu, une France qui ferait subir aux musulmans un véritable régime d'apartheid. Ce terme que le Premier ministre employé pourtant en janvier 2015 pour parler de nos quartiers, semble l'avoir particulièrement mise en fureur. Lundi, il a publié sur le site du Huffington Post une réponse plutôt musclée au New York Times, critiquant la méthode des journalistes qui ont, selon lui, privilégié un seul point de vue et défendant la laïcité à la française, une singularité mal comprise à l'étranger, précise-t-il. Il n'est pas sûr qu'elle le soit mieux en France, où, sans surprise, la presse de gauche de Mediapart au Monde a pris parti pour le quotidien francophobe, ironisant sur la charge bancale du Premier ministre. Alors Alain Finkielkraut, vous nous direz si, au-delà du match éditorial, nous assistons à un nouvel épisode du conflit entre laïcité libérale et laïcité républicaine, dont vous tracez la généalogie dans l'identité malheureuse. Et il serait difficile de terminer cette émission sans évoquer le démantèlement d'un nouveau réseau djihadiste composé presque exclusivement de femmes, dont la détermination et la haine qu'elles voient à notre pays n'ont rien à envier à celle de leurs compagnons d'armes. Moi aussi j'ai parfois des problèmes avec mes papiers, cher Alain, mais venons-en donc à la polémique entre le Premier ministre et le New York Times. Alain Finkielkraut, est-ce que vous aviez lu dès sa parution cet article du New York Times ? Est-ce que, quand vous avez lu la réaction du Premier ministre, vous avez été fier ? En tout cas, j'étais tout à fait d'accord avec Manuel Valls. Tout l'été, le New York Times a publié des tribunes incendiaires sur la France liberticide. Et cette véhémence a atteint son paroxysme le 2 septembre avec l'article intitulé « Regard changé et langue déliée, des musulmanes évoquent l'Europe d'aujourd'hui ». Le New York Times, vous l'avez dit, en guise d'enquête, a sollicité des témoignages en ligne. Et ce sont évidemment les femmes les plus militantes, les plus radicales, qui lui ont répondu. Elles ont dressé de la France un portrait absolument répugnant. Je voudrais citer quelques extraits de leur réponse. À chaque fois que je me rends au Maroc, dit l'une d'elles, je me sens plus libre qu'en France, j'y vois plus de liberté. Autre témoignage, être musulmane en France, c'est vivre dans un régime d'apartheid dont l'interdiction de plage n'est que le dernier avatar. Je crois que les Françaises seraient fondées à demander l'asile aux USA, par exemple, tant les persécutions que nous subissons sont nombreuses. Mais celle-ci, d'ailleurs, est repartie au Maroc. Elle n'a pas demandé l'asile aux États-Unis, elle est repartie au Maroc. Alors, une autre a dit « J'ai peur un jour de porter une lune jaune sur mes habits, comme l'étoile de David pour les Juifs, il n'y a pas si longtemps. » Blessé par la brutalité de ce dénigrement, Manuel Valls a répondu « Il est Premier ministre au nom de la France. » Mais,
vous l'avez dit, le journal Le Monde a ironisé sur cette réponse et pris parti en faveur du New York Times. Pourquoi ? Ainsi que Mediapart, ainsi que Libération, Voilà. etc. Pourquoi ? Parce que le New York Times, et avec lui toute l'Amérique des campus et des grands médias, est la plus parfaite incarnation du néo-progressisme. Le premier progressisme divisait le monde en deux, les exploiteurs et les exploités. Défendant les exploités, il accablait de sa haine et de son mépris les représentants sans cœur du camp d'en face. Le néo-progressisme a remplacé l'exploitation par l'exclusion. Ce n'est plus la lutte des classes qui prime, qui même fait l'histoire, c'est le combat antiraciste, et l'université américaine est devenue le Comintern de ce grand combat. Alors, non, mais peut-être poursuivez, mais moi j'ai beaucoup de questions déjà sur... Alors, le politiquement correct a dessiné là-bas un nouveau paysage culturel. Les humanités, il suffit d'entrer dans une librairie pour s'en rendre compte, et les sciences sociales traditionnelles ont laissé place aux studies. Women's Studies, African American Studies, Native American Studies, Gay and Lesbian Studies. Il y a des Native American Studies quand même. Ah, bien sûr. Ça, déjà, Oui, les Native, ce sont les Indiens. Ah, pardon. Ce sont les Indiens. Bon, Ce sont je me les Indiens. trompais. Il n'y a pas de WASP Oui, il n'y a pas Studies. de WASP Studies, Non, d'accord. Gay and Lesbian Studies et la petite dernière, les Subaltern Studies. Les Subaltern Studies. L'objectivité n'est plus de mise, car parler de, c'est parler au nom de toutes les minorités, toutes les communautés opprimées par la majorité masculine, hétérosexuelle et blanche. Mais ce qu'il me semble là, Alain Finkielkraut, c'est que vous attribuez la réaction américaine, de la presse américaine en général, je ne parle pas seulement du New York Times, simplement à l'effet du politiquement correct. Or, dans l'identité malheureuse, vous remontiez la généalogie justement d'une conception libérale de la laïcité, oui, que vous opposiez à la laïcité républicaine, et vous la traitiez, disons, avec plus de ménagement, cette conception Peut-être. libérale. Là, vous êtes... Oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai durci ma position. J'ai poursuivi. Donc, il est clair que l'Amérique se veut libérale et ne conçoit pas d'ailleurs d'autres idées de la liberté que celles qu'elle incarne et qu'elle défend. Mais c'est-à-dire du chacun fait ce qui lui plaît, en quelque sorte. Alors, mais justement, on va voir ce que ça veut dire réellement. Oui. La culture, ce que Malraux appelait l'héritage de la noblesse du monde, c'est de la place, maintenant, dans le politiquement correct, au multiculturalisme. Et le critère qui prévaut, ce n'est pas la beauté des œuvres, leur richesse de sens, c'est leur représentativité. Il était une fois des poètes, des artistes et des penseurs. Voici venus, avec ce qu'on appelle le politiquement correct, le temps des délégués. Et on leur demande de donner, on demande toujours au cinéma ou aux œuvres en général de donner une bonne image de tel ou tel. Et il faut aussi que la diversité soit représentée. C'est le nouveau critère. On entre évidemment dans un monde de délégués. Il y a des femmes suédoises qui ont établi comme ça un barème sur les films en fonction du nombre de femmes qu'on y voyait et si elles parlaient d'autre chose que de mecs et de chiffons. Et pour ce qui est du patrimoine littéraire, les DWEMs dont j'ai parlé la semaine dernière, les Dead White European Males, doivent laisser la place aux représentants des autres communautés, des minorités, etc. Donc, d'autant plus qu'ils les ont opprimés dans le passé. Voilà. Et le critère, c'est la représentativité. Et l'on passe ainsi d'une éducation humaniste qui mettait les étudiants en contact avec les grands textes, à une sorte d'éducation qui se veut humanitaire et qui vise à réparer les dommages infligés à toutes les minorités par la culture dominante, à redresser l'image dépréciative des peuples colonisés et des groupes assujettis et à inculquer aux bénéficiaires de l'ordre établi le mécontentement d'eux-mêmes et enfin à rendre aux autres, à toutes les figures de l'autre, la fierté d'être soi. Ayant trouvé
dans le multiculturalisme, la formule définitive de la reconnaissance de l'homme par l'homme, l'Amérique intellectuelle regarde de haut toutes les sociétés du monde et, au nom de la diversité, elle préconise l'universalisation de son modèle. Donc l'ouverture dont elle se prévaut, c'est ma première réponse, si vous voulez, l'ouverture dont elle se prévaut la ferme à tout ce qui n'est pas elle. Enfin, en même temps, il faut bien reconnaître que sur ce terrain, disons, de la place de la religion, de la sécularisation ou de la laïcité, la France est plutôt isolée et que c'est plutôt tout le reste du monde qui n'est pas la France. Oui, mais... C'est un peu tout le reste du monde et un peu l'Amérique, quand même. Oui, mais c'est l'Amérique, si vous voulez, qui est l'avant-garde c'est vrai. de ce néo-progressisme. C'est ce qu'Alan Bloom appelait naguère The Closing of the American Mind. Malheureusement, le livre très important d'Alan Bloom a été traduit sous le titre L'âme des armées. The Closing of the American Mind. Mais justement, ce multiculturalisme revendiqué, et là j'en viens à la réponse précise à votre question, si on y regarde de près, est paradoxal et même contradictoire. Car ce qui est appelé culture, c'est en apparence une compréhension collective du monde, et c'est en réalité, dans la perception même des Américains, un ornement, un falbala, un colifichet, un accessoire de mode. Dans son livre sur la nouvelle intolérance religieuse, Martha Nussbaum, qui est la papesse du politiquement correct américain, et de la théorie du genre, cite, et ça c'est très intéressant, le couturier Giorgio Armani. Le couturier Giorgio Armani, dès les premières pages du livre. Pourquoi ? Parce qu'il a défendu la burqa en disant que toutes les femmes devaient pouvoir porter ce qu'elles aimaient, ce qu'elles désiraient. Donc, j'arrête le Armani. Voilà, l'ensevelissement du corps devient, si vous voulez, dans la bouche d'Armani, relayé par Martha Nussbaum, un choix vestimentaire. Donc, si vous voulez, c'est l'oubli d'un islam rigoriste qui interdit, qui même punit de mort l'apostasie et qui interdit aux femmes musulmanes d'épouser un non-musulman. C'est-à-dire, on en vient à défendre cet islam rigoriste qui, donc, en effet, punit de mort l'apostasie et interdit aux femmes musulmanes d'épouser un non-musulman au nom de la liberté de conscience. Non, c'est quand même voilà où on en est, voilà la confusion dans laquelle nous plonge le multiculturalisme. Voilà, c'est ça ce libéralisme. C'est une vieille liberté question. De conscience pour... C'est une vieille question, Alain Finkielkraut. Quelle liberté pour les ennemis de la liberté ? C'est pas, si vous voulez, c'est pas si facile à trancher. Je voudrais quand même vous dire que moi, par certains, j'ai été horrifié par les témoignages que vous avez cités, et certains autres m'ont tout de même troublé. Il y a une jeune fille qui, elle, est une jeune étudiante, elle pose sa photo, et elle parle de sa sœur, elle dit, ma sœur, grâce au burkini, maintenant, elle pouvait emmener ses enfants à la plage. Une autre qui dit que, en sortant de sa prépa à Paris, elle remet son voile et qu'elle se fait insulter, etc., etc. Ce genre de choses, oui, je reconnais, si vous voulez. Ça vous a ému. Mais, c'est-à-dire, non, mais la question, non, il y a une question sérieuse, c'est est-ce que, sous couvert de laïcité, on ne se met pas à rendre impossible la vie de tous les gens pratiquants, de tous les musulmans pratiquants. L'islam orthodoxe est, comme l'écrit Marcel Gauchet dans le dernier numéro de Causeur, une religion d'avant les droits de l'homme. Et l'on mobilise le droit à la différence, ce nouveau droit de l'homme, pour favoriser non seulement son maintien, mais sa progression. Il faut sortir absolument de ce paradoxe pour le bien des musulmans eux-mêmes. L'urgence, c'est effectivement non pas de retrouver, et nous en parlerons tout à l'heure, un islam des Lumières très largement fantasmé. Il faut chercher à cette occasion. Il faudrait le trouver. Non, pas du tout pour trouver. Pour que l'islam puisse passer à son tour, après d'autres religions, l'épreuve des Lumières.
Mais, vous avez résumé tout à l'heure, si vous voulez, en quelque sorte, notre époque d'un joli trait. Vous avez dit de l'humanisme. De l'humanisme à l'humanitaire, et ça s'appliquerait évidemment très bien à l'école, mais j'aimerais revenir un instant sur le politiquement correct, en fait, que vous aviez défini ici même. Je vais très vite. Le politiquement correct, c'est en gros quand on n'entend pas ce qu'on dit, en quelque sorte. Eh bien, justement, voilà. Donc le politiquement correct, en tout cas, met les droits de l'homme au service de leur négation. C'est ainsi qu'il résonne, c'est ainsi que résonne le Comintern américain, et il a de puissants relais en France. Le Monde est notre New York Times. J'ai retrouvé, par hasard, chez moi, surgissant de mon désordre... Ah oui, alors ça c'est un miracle, je tiens à dire, parce que... la première page du Monde du 31 mars 2010. Et cette première page était ainsi titrée « L'interdiction générale de la burqa contraire au droit ». Voilà. Et Le Monde se prévalait d'un avis du Conseil d'État estimant qu'une interdiction générale du port du voile intégral ne pouvait trouver de fondement juridique incontestable. Le 9 septembre 2016, la première page du Monde annonçait un article ainsi libellé « Burkini, de plus en plus de féministes opposés à de nouvelles interdictions ». Comme la métropole américaine, l'antenne française du néoprogressisme ne cesse de stigmatiser les stigmatisations, car elle voit des racistes partout. Nous progressons vers une définition du politiquement correct. Raciste le rejet du burkini, raciste la défense des mœurs ou de la civilisation française. Mais pas raciste le camp décolonial. Non, bien sûr, car le néo-progressisme, le politiquement correct, la bien-pensance, quelques noms qu'on lui donne, est passé sans crier gare de la lutte contre la discrimination raciale à la dénonciation du caractère raciste de toute discrimination. La préférence nationale est un crime, tous les modes de vie s'équivalent et doivent avoir droit de citer partout. Eux, c'est nous, voilà ce qu'on dit, nous, c'est eux. Et dans Causeur aussi, j'ai découvert cette incroyable citation de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne: les politiciens n'ont jamais rien inventé de pire que les frontières. Et rien ne doit remettre en cause la division du monde entre les fauteurs de l'exclusion et ses victimes. À Manuel Valls, ce n'est pas seulement Le Monde qui a répondu, c'est sa propre ministre, Najat Vallaud-Belkacem. Dans le nouvel Dans l'Obs. Ouais. Dans l'Obs, on dit l'Obs aujourd'hui. Ah, pardon, oui, c'est vrai, je ne suis pas du tout à la page. Oui, c'est pas facile. On dit l'Obs, c'est les Républicains. C'est vraiment l'Obs, c'est pas facile, mais c'est obligé. Oui. Donc, elle dit, pour moi, la société française est d'abord minée par le repli identitaire, le ressentiment à l'égard des musulmans. Je suis convaincu que donner la priorité à ce combat est le moyen de faire durablement reculer l'islam radical qui enfante des monstres, le djihadisme, le terrorisme. Le progressisme remonte aux causes, et la cause première, le crime originel, la mère de toutes les infamies, c'est toujours, inévitablement, le rejet de l'autre par l'Occident. Peu importe que l'adolescent de Marseille, issu d'une famille turc d'origine kurde, qui a agressé à la machette un enseignant juif dans une rue de Marseille, soit un bon élève bien éduqué, peu importe que l'égorgeur du père Jacques Hamel n'ait connu ni la misère ni la ségrégation, que sa mère soit enseignante, que l'une de ses sœurs soit chirurgienne, son frère informaticien, et que son autre sœur travaille dans un centre de loisirs de Saint-Étienne de Rouvray. L'antiracisme nous fait vivre, comme le communisme d'autrefois, au pays du mensonge déconcertant. Et si vous voulez, quand il rend compte de la grande manifestation des Chinois de la région parisienne contre la violence et l'insécurité, il tait soigneusement l'origine de cette violence. Ni la télévision, ni Le Monde n'en ont parlé. Non, mais ce qui d'ailleurs est tout à fait contre-productif, parce que là, les gens regardent et se disent c'est vraiment trop gros, c'est comme de cacher les prénoms, c'est comme... Donc, si vous voulez, le politiquement correct, au bout d'un moment, devient un peu fou. Mais il est fou, c'est-à-dire qu'il nous renvoie au plus célèbre conte d'Andersen.
on est raciste aujourd'hui quand on en croit ses yeux et quand on dit que le roi est nu. Rien n'est plus triste, rien n'est plus déprimant, rien n'est plus désespérant même après 70 ans après l'effondrement du Reich hitlérien que cette idéologisation de l'antiracisme. Qui aurait pu imaginer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que le souci de la vérité, la défense des droits de l'homme et celle de la nation rencontreraient un jour sur leur chemin un antiracisme au front de taureau. C'est notre situation et elle est insupportable. Mais tout de même, je voudrais qu'on bascule sur l'autre sujet, mais quand même avec une petite note optimiste, cher Alain. Il me semble que si cette idéologisation, ce déni idéologique du réel sévit beaucoup dans nos médias audiovisuels, à la radio publique, je dois dire, il me semble que dans la société, il régresse. Donc, ce politiquement correct, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, avec le vote Trump, qui n'est pas quand même un vote politiquement correct, il me semble qu'il est en régression. Alors justement, mais Trump est un grand danger. C'est-à-dire, le pire du pire, le cauchemar absolu, ce serait que nous ayons le choix un jour entre cet antiracisme frénétique et fanatique d'un côté et de l'autre côté la vulgarité illimitée d'un discours à la Trump. Nous devons tout faire pour ne jamais tomber dans cette alternative. Mais vous avez raison, cet antiracisme idéologique régresse dans la société, reste que il se raidit lui-même et devient toujours plus méchant, toujours plus persécuteur. Bon, évidemment, l'alternative si nous devons choisir entre Plenel et Trump, effectivement, ce serait. Il faut changer de planète. Il faudrait changer de planète. Cela dit, on abordera peut-être un jour aussi le risque de voir aussi un véritable racisme, disons, se développer en France et notamment en réaction à ce politiquement correct. Absolument. Ce serait une des formes du trumpisme. Voilà. Alors, nous allons tout de même passer au nouveau commando, 2 jeunes femmes, donc je rappelle très vite, le week-end dernier on a découvert près de Notre-Dame une voiture abandonnée qui contenait des bonbonnes de gaz. Les enquêteurs, en remontant cette piste, ont démantelé un réseau qui était un commando, qui était exclusivement féminin, même si il y a des gens de leur entourage qui ont également qui sont également en garde à vue, qui s'apprêtaient à commettre et même, comme l'a dit Jonathan Sixou tout à l'heure, 2 attentats à la voiture piégée. Alors Alain Finkielkraut, que vous inspirent les parcours de Amel S, alors ça j'ai pas trouvé son nom, de Inès Madani et de Sarah Hervouette, dont tout le monde répète comme s'il s'agissait d'un vieux concept en droit français, qu'elle était la promise, oui, les journaux disent avec des guillemets tout de même qu'elle était la promise de la Rossi-Abala, le tueur de Magnanville, puis la promise de Kermiche, l'un des meurtriers de Saint-Étienne-du-Rouvray. Quelle belle promesse, en effet. Alors, simplement, je crois qu'il faut d'abord saluer le grand progrès de l'égalité. Une campagne a été lancée par le ministère du droit des femmes. Le sexisme n'est pas mon genre. Et dans le cadre de cette campagne, on s'inquiète du fait que le partage des tâches n'est pas entré dans les mœurs. Les proportions sont accablantes et laissent stupéfaits les gens interviewés dans les radios-trottoirs de cette campagne publicitaire. Eh bien... Il y a un très bon poème de Philippe Muret. Hein. Les califats, hein, le califat, si vous voulez, nous montre la voie. Les femmes de Daesh ne sont pas cantonnées à la cuisine et aux tâches ménagères, ce sont des tueuses comme les autres. La misogynie recule, on peut donc s'en féliciter. Trêve de plaisanterie. Non mais vous blaguez, mais en même temps c'est déconcertant, puisque effectivement ce qu'on voit de cet islam radical est plutôt quand même une vision très intériorisante des femmes. Là, elles sont en majesté tout de même. Elles sont en majesté, si vous voulez. Encore une fois, c'est au-delà de la démocratie. Au-delà de la blague, l'égalité progresse. L'égalité progresse. Mais au-delà de la blague, il faut quand même constater cette chose. Aujourd'hui, on ne peut parler que de l'islam.
L'islam n'envahit pas seulement notre vocabulaire, comme je l'ai dit la dernière fois, il monopolise l'actualité. Ouais, oui. C'est le sujet auquel nous sommes condamnés, que nous le voulions Et pourtant, ou non. chaque dimanche en sortant, nous disons pas la semaine prochaine. Hein. Voilà. Alors, simplement, maintenant, j'aborde pour les quelques minutes qui nous restent le sujet plus sérieusement. Cette rage que nous voyons à l'œuvre chez ces femmes fanatisées, comme on consent à dire, n'est pas, pour le coup, soluble dans la souffrance sociale. Le mécanisme explicatif à la Najat Vallaud-Belkacem s'enraye. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, on voit qu'elles habitaient dans des immeubles tout à fait cossus, tout à fait agréables. On voit que la rénovation urbaine a produit, s'est réalisée et qu'elle n'a pas empêché ce genre effrayant de passage à l'acte. Changer l'habitat, ça ne change pas les habitants. Voilà. Hein. Contrairement à ce que un certain sociologisme... Il fallait quand même changer l'habitat. C'était une très bonne loi, la loi Borloo. Pardon. Voilà. Mais passons. Le sociologisme nous fait vivre, encore une fois, au pays du mensonge déconcertant. Ce mensonge éclate. Première chose. Et surtout, ce qu'on peut espérer, c'est que les musulmans, face à ce genre de comportement, soient de plus en plus nombreux à se mobiliser contre le fanatisme islamique. Voilà. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, il ne s'agit pas de solliciter je ne sais quel islam des Lumières. On peut même dire qu'il n'y a jamais eu de catholicisme des Lumières. Je ne mets pas sur le même plan la religion islamique et la religion catholique. L'islam des origines, c'est la conquête. Le christianisme des origines, c'est les béatitudes. Il y a peut-être eu les croisades, mais elles ne sont pas dans les évangiles. Oui. Les évangiles, donc voilà, les différences sont très grandes. Il n'empêche, on ne peut pas parler de catholicisme des Lumières. On peut parler de mise à l'épreuve de la religion catholique par les Lumières, et le catholicisme tel qu'il est vécu aujourd'hui est issu de cette confrontation. Et on espère que les musulmans vont accepter l'épreuve des Lumières pour changer ce qui doit l'être, et ce qui doit l'être impérativement dans la pratique de cette religion. Et d'ailleurs, premier changement, bien, le statut des femmes. Le statut des femmes. Deuxième, très important, changement, l'apostasie. Le droit à l'apostasie. Le droit, si vous voulez, de changer de religion ou de n'en pas avoir. Tahar Ben Jelloun, dans son dernier livre sur le terrorisme, explique qu'un jour à Fès, il a dit devant un public marocain que il ne voulait pas répondre à la question de savoir s'il est athée ou non. Il a dit c'est une question privée. Il a été obligé de partir sous protection tellement cette réponse avait fait scandale dans son public. Ce qui veut dire que le chemin est encore long, et j'ai été d'ailleurs frappé hier, je crois dans le Figaro, par le fait qu'un expert parlait de ces femmes. Vous dites leur cas n'est pas soluble dans la souffrance sociale, et il disait mais elles sont irrécupérables. Ce qui pose le problème évoqué d'ailleurs pendant le flash de Jonathan tout à l'heure, le problème de la réponse évidemment sécuritaire et pénitentiaire, et des fameuses 10 000 places de prison qui vous ont arraché. Oui, qui vous ont arraché. Quelle perspective, vraiment, c'est voilà, toujours plus de places de prison, toujours plus de prison. On aimerait toujours plus de civilisation, quand même. Oui, on aimerait ça, Alain Finkielkraut, et je crains que ce ne soit pas pour dimanche prochain, mais d'ici là, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info et patienter en lisant Causeur, même si vous êtes absent de ce numéro qui est disponible. Mais il y a Gauchet, et il y a Chevènement, il y a toutes sortes d'autres bonnes choses. Merci Alain, bonne semaine à vous et à vous tous, chers auditeurs.